Afin de participer activement à la mise en œuvre du plan d'agriculture durable, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, en collaboration avec l'IRDA, s'est engagée à réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation auprès des producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec pour les aider à optimiser la gestion de l'eau. Au courant des 2 dernières années, un diagnostic global de l'eau a été fait sur chaque entreprise. De ce diagnostic aura découlé de nombreuses propositions visant à promouvoir la gestion optimale de l'eau à la ferme. Au fil des épisodes, les principaux résultats issus des diagnostics seront traités de manière thématique. De plus, les enjeux communs de la gestion de l'eau et les actions concrètes mises en place seront également présentés. Dans une précédente capsule, on parlait de l'importance du diagnostic global de l'eau pour une entreprise. La vulnérabilité au déficit hydrique des entreprises est influencée par de nombreux facteurs. Aujourd'hui, on discute spécialement d'un facteur technique, la performance des systèmes d'irrigation. Nous présenterons également quelques problématiques vécues liées à leur utilisation. Avant de parler de la performance des systèmes d'irrigation, une réflexion plus globale sur le choix du système doit être amorcée. Sur le sujet, mon collègue Jérémy Vallée discute des facteurs à considérer lors du choix du système d'irrigation. Je pense que la première chose qu'il faut vraiment parler, Félix, c'est la condition numéro 1 qu'on devrait être capable de répondre. Est-ce que l'irrigation est pertinente sur la ferme? Puis comme on le sait, en fait, l'irrigation, le but principal ou premier de l'irrigation, c'est de viser de diminuer le risque de stress hydrique à la ferme. Puis disons que dans la culture de la fraise et de la framboise, la pertinence de l'irrigation est globalement bien établie. Je ne dis pas que l'irrigation est absolument nécessaire dans tous les contextes, mais disons que dans la plupart des situations, tant au point de vue agronomique qu'économique, l'irrigation est tout à fait pertinente. Si on commence par les aspects culturaux, bien, c'est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif premier de l'irrigation, c'est de limiter le stress hydrique ou thermique des cultures. Donc, de vraiment considérer la ou les cultures qui sont en place sur l'entreprise, c'est vraiment d'importance. Toutes les cultures n'ont pas les mêmes besoins en eau, donc c'est vraiment intéressant ou essentiel de le savoir. Ensuite de ça, on a les aspects du système cultural. Est-ce que c'est un sol est-ce que c'est des buttes? Est-ce que c'est un sol qui est buté, plastifié? Est-ce que c'est une culture en rang? Est-ce qu'on parle d'une culture sous abri? Donc, différents aspects du système cultural qui vont influencer le choix du système d'irrigation, bien sûr. Ensuite de ça, on a tout l'aspect des pratiques culturales. Est-ce qu'on a un travail de sol qui est fait, qui pourrait nuire à l'installation d'un système d'irrigation? Est-ce qu'on fait de l'autocueillette, par exemple, à la ferme? Est-ce que c'est quelque chose, c'est des activités qui peuvent limiter le choix d'un système d'irrigation? Donc, il y a aussi, par exemple, l'efficacité des traitements phytosanitaires. On sait que dans le choix d'un système va influencer l'efficacité des pesticides. Donc, un ensemble de facteurs qui regroupent les aspects culturaux. Ensuite de ça, on a les facteurs, je dirais, un peu plus pédologiques. Ces aspects-là, ils sont nombreux encore une fois, mais je dirais que d'emblée, c'est pas à eux seuls, c'est pas le facteur qui vont être décisifs pour le choix du système, mais souvent, ça va influencer les aspects techniques ou la spécificité du système choisi. Quand on parle aux facteurs pédologiques, Félix, on parle à la texture du sol, le potentiel d'érosion, l'infiltration, la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol, la topographie, les pentes d'un champ, c'est aussi super important à connaître puis à même mesurer avant de choisir son système d'irrigation. Le climat et la région aussi pour avoir un système d'irrigation qui est adapté. Le troisième aspect, c'est les aspects techniques que je les identifie comme l'aspect technique. Bien là, c'est sûr que l'aspect technique, est-ce que, par exemple, on a une entreprise qui a déjà un système d'installation qui est présent? Est-ce qu'on parle d'une modernisation, une modification ou on a une nouvelle installation? Donc, on ne fera pas les mêmes choix ou on ne choisira pas les mêmes équipements à ce moment-là. Quelles sont aussi nos sources d'eau disponibles pour le pompage? Est-ce qu'on y va vers des stations qui sont électriques? Est-ce qu'on a plutôt des pompes qui sont actionnées qui utilisent des moteurs qui utilisent du diesel, par exemple, ou de l'essence. Donc, c'est aussi à regarder. Est-ce qu'on a aussi des besoins spécifiques en automatisation? Est-ce qu'on a des cultures ou est-ce qu'on a une main-d'œuvre limitée qui nous
permettrait ou on aurait un choix d'avoir une automatisation, puis ça serait un must pour nous, bien, c'est à considérer. Est-ce qu'on a des contraintes physiques à l'installation de certains équipements, tant au champ qu'à la station de pompage? C'est aussi des choses qui doivent être vérifiées. Et aussi l'efficacité du système visé. L'efficacité et l'uniformité qu'on a discuté dans une précédente capsule, c'est aussi un facteur qui est à considérer. Qu'est-ce qu'on recherche comme performance? Finalement, le dernier point que je veux discuter, c'est au sens large, l'approvisionnement en eau à la ferme. C'est quoi mes sources d'approvisionnement en eau? C'est quoi ma capacité quelle quantité d'eau que je peux prélever dans l'environnement? C'est quoi la qualité de l'eau que j'ai, tant chimique, physique que microbiologique? Donc, c'est bien beau avoir le meilleur des systèmes d'irrigation, mais si on n'a pas d'eau pour pouvoir l'alimenter, bien, disons que c'est un coup d'épée dans l'eau. Bien, c'est sûr que l'irrigation, c'est pas gratuit. Donc, combien ça coûte tout ça? Il faut être capable de l'estimer pour prendre une bonne décision. Le facteur économique ou le coût du combien ça coûte, on peut le décortiquer de deux façons, je dirais. Il y a d'une part le coût annuel de possession, puis d'autre part le coût annuel d'utilisation. Donc, le coût annuel de possession, là, c'est vraiment la dépréciation de la machinerie, les coûts d'intérêt lorsque j'ai un prêt, la réparation, l'entretien, les taxes et les assurances. Donc, ça, c'est le coût annuel de possession. Et le coût annuel d'utilisation, c'est vraiment le coût relié, par exemple, le coût énergétique là, relié au pompage, le coût de la main-d'œuvre, le coût de la machinerie connexe. Donc, différents trucs là, qui vont venir influencer ou certains systèmes vont être plus dispendieux que d'autres à l'hectare. Donc, il faut aller être capable d'aller consulter aller consulter des sources économiques là, pour essayer de chiffrer ces aspects-là. Ça, c'est relativement facile ou faisable. Ce qui est plus difficilement faisable, là, Félix, là, c'est vraiment d'estimer ou d'évaluer les retombées. Donc, quelle retombée économique que mon système d'irrigation va me donner? Est-ce que je vais avoir un gain en rendement? Est-ce que je vais avoir une amélioration de ma qualité? Donc, cet aspect-là est un petit peu plus difficile à chiffrer, je dirais. Comme par exemple le contexte réglementaire. Là, on sait qu'au Québec, là, il y a un contexte réglementaire là, qui s'applique pour les prélèvements. Donc, toute personne là, qui se lance dans l'irrigation doit connaître là, les tenants et aboutissants là, du contexte réglementaire en cours. Donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment important et souvent, des fois, négligé. Donc, vraiment faire attention à ça. Un autre point, par exemple, la main-d'œuvre disponible. Des fois, on sous-estime là, la quantité de temps pour irriguer, pour installer les systèmes, les maintenir en bonnes conditions. Donc, est-ce qu'on a la main-d'œuvre disponible à la ferme? C'est vraiment important de le savoir. Un autre point là, qui est souvent aussi négligé, c'est le niveau de connaissance là, de la gestion de l'irrigation. Est-ce qu'on a un bon niveau de connaissance? Par exemple, on décide d'aller vers un système de goutte à goutte. Bien, est-ce qu'on connaît bien la façon d'utiliser ces systèmes-là? Quels sont les avantages, inconvénients, c'est bien, mais aussi comment on l'utilise puis comment on l'utilise bien. Donc, c'est aussi important à essayer de mettre en perspective. Tous les aspects aussi de nuisance sonore des installations, on sait, là, on parle de pompes, de moteurs. Est-ce qu'on a des voisins qui sont à proximité des sites de pompage? Donc, pour maintenir un bon voisinage, une bonne relation, bien, parfois, là, on va même choisir d'y aller vers des systèmes qui sont électriques, qui sont beaucoup moins, là, qui produisent moins de bruit. Et puis, pour terminer, c'est quoi la collaboration locale? C'est quoi le service à la clientèle que je peux avoir dans mon secteur? Ça va venir souvent influencer le choix de la compagnie avec qui je vais faire affaire. De manière générale, le système par aspersion sera davantage réservé à la protection des fleurs contre le gel au printemps, tandis que le système de goutte à goutte sera utilisé pour contrer le stress hydrique en saison. Historiquement, les systèmes par aspersion étaient également utilisés pour contrer le stress hydrique, mais une transition vers le système de goutte à goutte s'est opérée depuis déjà plusieurs années pour certains. Cette transition a procuré de nombreux avantages en termes de gestion de l'eau à la ferme, comme nous le résume bien Vincent Méthode de la ferme François-Élise Méthode, ainsi que Jonathan Gadebois de la ferme Gadebois.
L'avantage qui est ça, on a sauvé de l'eau en utilisant le système goutte à goutte et on a tout sauvé le temps homme pour le transport des systèmes d'une parcelle à l'autre. Puis aussi, l'irrigation goutte à goutte est plus facile à utiliser pratiquement 24 heures sur 24. On n'irrigue pas nécessairement la nuit, mais par l'aspersion, c'est souvent le matin, le soir. Puis là, le soir, c'était pas bon non plus, tu mouillais ton feuillage. Donc, il y a certains désavantages pour l'aspersion dans la période de production. Au printemps, on le sait, on l'utilise pour le gel, mais il y a beaucoup plus d'avantages d'utiliser le goutte à goutte. L'apport en eau est emmené au bon moment, à la bonne période, n'importe quand dans la journée. Il n'y a pas le vent, il n'y a pas le soleil qui nuit. Et c'est quand même beaucoup d'avantages. Bien, c'est sûr, nous, pour notre situation dans la fraise d'été, où est-ce qu'on veut avoir de la primeur, avoir un système par aspersion, on est capable de couvrir 100 de nos superficies. L'anglicisme, excusez-moi, mais c'est un must. On est capable, dans le cas de gros gel, de couvrir partout. On l'a, il est efficace, il fonctionne bien. Ça fait plusieurs années qu'on le rôde. Fait que l'efficacité est là, puis il fonctionne très bien. On est bien installé, puis ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que quand on tombe en irrigation, dans des besoins d'eau au courant de l'été, j'adore le fonctionnement du goutte à goutte. C'est plus précis, on est capable d'envoyer des biostimulants, des fertilisants, on est capable d'ajuster des choses. Ça demande beaucoup moins d'eau, ça peut être fait de jour, ça ne mouille pas le feuillage, donc la gestion de maladies, le retour avec les cueilleurs, pour les passages, tout est plus simple à ce niveau-là. Donc c'est sûr que le goutte à goutte a beaucoup d'avantages, mais il ne fait pas la protection contre le gel. Fait que je trouve qu'on est comme à mi-chemin entre deux bons systèmes. Avoir les deux, c'est efficace pour nous. Les systèmes d'irrigation sont des réseaux hydrauliques parfois complexes qui nécessitent une conception au préalable afin de garantir leur bon fonctionnement. L'évaluation de la performance des systèmes d'irrigation est un processus concret où l'on observe et mesure l'uniformité avec laquelle un système d'irrigation applique l'eau dans le temps et l'espace. De nombreux éléments peuvent influencer et impacter l'uniformité d'application en eau. L'uniformité est une préoccupation pour les producteurs et son importance a été mentionnée par plusieurs. À cet effet, voyons ce que Vincent Méthode de la ferme François-Élise Méthode, ainsi que Gabriel Gosselin de la ferme François Gosselin, avaient à dire sur l'importance de l'uniformité de leur système. C'est toujours une préoccupation. Puis plus on s'améliore, plus les techniques sont là pour pouvoir emmener des données. Puis on le savait un peu aussi, nos champs sur 200, 400 pieds, 500 pieds, on voit même des variabilités dans les champs. C'est même difficile par moment de pouvoir travailler ces sections-là parce qu'on dit, bon, bien, il y a une section du champ qui est sec, l'autre section est humide. Là, il faut comme faire une balance. On sait même trouver des fois des petits trucs. Si on est capable de mettre l'entrée d'eau dans le champ du goutte à goutte, du côté plus sec, bien, la partie qui va être plus humide, bien, on va mettre des valves de ligne. On va pouvoir même les fermer dans une certaine période. Cette zone-là, on sait qu'elle est humide parce que la topographie du champ ou la matière, le type de sol est différent d'une extrémité à l'autre du champ. Mais il y a des fois, on ne peut pas se permettre ça. On rentre du côté plus humide. Et là, on essaie de gérer une moyenne. On va laisser un peu plus sécher un peu plus mouiller l'autre. Là, on dit, oh, là, on va partir. On réussit. On a même des grandes pentes ici. Là. Donc, on va utiliser des fois des types de goutte à goutte qui sont plus régulateurs. L'émetteur est différent pour pas que l'eau dans le haut de la pente soit plus faible que dans le bas de la pente. Et qu'on essaie d'équilibrer. Puis on a quand même réussi avec les années, avec les informations que les techniciens, les gars, les vendeurs nous donnaient. On réussit à avoir quand même un bel équilibre là, dans nos champs. Mais les périodes où que la nature n'est pas avec nous, bien, c'est difficile, on peut pas. On n'y arrivera jamais. La nature est plus forte que nous autres. Oui, c'est une préoccupation, certainement. C'est sûr qu'on le réalise. Là, ici, on a une topographie sur l'île d'Orléans. On a des champs en pente, on a des buttes, on est loin des terrains plats vraiment uniformes. Donc, il faut composer avec ça. On se rend compte que c'est sûr, dans le bas des champs, lorsqu'on a beaucoup d'irrigation à faire, qu'on doit vraiment, là, quand les champs sont chargés en fraises, on a beaucoup de demandes en eau. Donc, on n'a pas le choix, il faut en ajouter beaucoup. Donc, on s'aperçoit par contre là, que l'eau peut avoir l'accumulation d'eau dans les bas de champ. On se rend compte aussi des fois que l'eau sur le haut de la butte peut-être sera un petit peu moins. Donc des fois, il faut compenser avec un petit peu plus de temps d'irrigation. Donc on fait une moyenne là, justement avec les lectures de tensiomètre. Bien, on en place un peu plus bas, un peu plus haut, puis on s'assure comme de faire une moyenne avec ça. Finalement,
Même le meilleur des systèmes peut ne pas fonctionner de façon optimale. Mettre en place une surveillance en continu et installer les bons outils pour s'assurer de la performance est un incontournable pour plusieurs. Jonathan Gadebois nous l'a bien expliqué. Oui, bien avec le diagnostic, on l'a vérifié. On l'avait déjà vérifié par le passé avec d'autres diagnostics qu'on avait faits sur la ferme là, pour s'assurer que l'aspersion se faisait bien et était uniforme. On s'assure aussi que les pressions au bout des lignes sont bonnes là, quand on fait nos irrigations, être sûr que tout se fasse bien à ce niveau-là. Même chose avec le goutte à goutte. C'est une pratique qu'on fait sur la ferme. Là, à chaque fois qu'on démarre le système pour faire une fertigation ou pour faire une irrigation, bien, les gens sur l'irrigation vont tester chacun des bouts de ligne de rang pour être sûr que l'irrigation, la pression est bonne. On a aussi des capteurs de pression qui sont dispersés dans le champ. Fait qu'on va valider que l'ensemble de l'irrigation est bonne, qu'elle se rend au bout des lignes, puis que la pression est bonne aussi dans les lignes pour voir que la butte reçoit l'eau qu'on lui envoie. Là. Les diagnostics des systèmes d'irrigation en goutte à goutte comprennent une prise de pression sur l'ensemble d'un champ pour mesurer l'uniformité. Cet exercice a été fait à la fraisière Buisson, dans un champ de 15 rangs et de 115 mètres de long. Des variations importantes de la pression ont été mesurées à différents endroits. Cette figure de couleur est une représentation des pressions mesurées. Les pressions varient à l'intérieur du champ, passant de pressions recommandées en vert foncé à des pressions faibles à très faibles en rouge. Dans ce cas précis, l'uniformité de la distribution d'eau est inférieure à 0,75, ce qui indique une sous-performance du système. Une analyse approfondie de chaque composante du système a alors permis de cibler certains éléments. Mario Buisson nous résume certaines modifications qu'il a effectuées à son système pour optimiser sa performance. Si on parle de goutte à goutte, ça avait été fait, on a commencé à faire de la plasticulture, on a mis une pompe, on a grossi la plasticulture, les pompes, les tuyaux, ça n'a pas suivi. Où qu'on est très content de vous avoir eu, c'est que vous avez conscientisé à s'améliorer avec ça. On n'était pas optimum sur les pressions, on n'était pas optimum sur la grosseur des pompes, sur bien des affaires. Parce que même, on a vu la conclusion, c'est que nous, au lieu de gaspiller de l'eau, on n'en mettait pas des fois assez pour ce qu'on avait. Fait qu'avec vous autres, on a changé beaucoup de matériel pour s'améliorer. Dans le goutte à goutte, bien, on a changé des pompes, on a changé des grosseurs de tuyaux, on a changé des longueurs de tuyaux, on a rajouté des jauges à pression pour savoir si c'était égal partout. On a pris plus de données pour calculer le temps de voyagement de l'eau et de l'engrais. Un meilleur design de système d'irrigation et les modifications effectuées ont permis d'améliorer de manière considérable la performance de son système. Confirmé lors d'un second diagnostic, l'uniformité de la distribution en eau dépasse maintenant les 0,9. Parfois, il peut également s'agir de solutions toutes simples. Martin Lebel nous explique l'une d'entre elles. Oui, l'autre proposition que vous m'avez faite, c'est d'installer un minuteur, je ne savais même pas que ça existait, un minuteur qui arrête une pompe à essence. Fait qu'on peut remplir le réservoir à pleine capacité, arriver, démarrer la pompe, puis programmer une minuterie, exemple, moi c'est 1 heure. Bien, après 1 heure, c'est pareil comme si quelqu'un venait arrêter la pompe en manuel. Fait que, c'est vraiment pratique là, quand tu as plusieurs sections de champ irriguées. Bien, tu peux mettre de l'essence pour la journée. Tu pars ta pompe, 1 heure après, tu checkes ta montre, tu peux retourner, changer tes valves. Moi, je suis encore en manuel, là, mais on peut changer nos valves de section puis de repartir la machine pour encore 1 heure ou, dépendamment des secteurs, un peu moins longtemps. Là. Très simple d'installation, puis je vais aller chercher beaucoup plus de précision au niveau de mon temps. Parce qu'avant, je l'ajustais selon le volume d'essence, mais des fois, on n'est pas précis, on est pressé, on passe droit, on n'en met pas assez. Fait que, moi, je suis sûr là, présentement que c'est 1 heure. En aspersion, le réseau de canalisation n'est pas muni de régulateurs de pression. De plus, le système fonctionne souvent par blocs ayant des superficies variables. Il devient alors plus difficile de contrôler la pression d'opération au gicleur, une réalité que nous a décrit Hugo Bourdelet. La pression d'opération au niveau des gicleurs, j'étais un peu trop haut au niveau de ma pression. Puis ça, les outils que l'outil que vous m'avez prêté m'a permis d'évaluer sur une ligne la pression au niveau des gicleurs. Ça a vraiment fait une différence. Là. Les systèmes de goutte à goutte ont également leur lot de défis concernant l'uniformité des pressions au champ. Par exemple, l'uniformité de ces systèmes peut être influencée par la présence de pentes. Dans certains contextes, une tubulure de goutte à goutte dont le débit d'égoutteur est moins influencé par les différences de pression
permettra d'augmenter l'uniformité du système. On a essayé dans le passé aussi des tubes compensateurs de pression. Puis on en utilise encore. C'est quelque chose qu'on apprend à travailler. C'est sûr que c'est un produit qui est quand même un peu plus dispendieux. Il restera à voir là, à faire le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut vraiment le prix là, pour toute la saison? Mais effectivement, que l'uniformité, c'est sûr qu'on est beaucoup plus uniforme qu'un système, on va dire, d'aspersion sprinkler là, quand même. Là. Mais il reste quand même quelques améliorations de ce côté-là à faire au niveau des pressions et des pentes de champ. Progressivement, là, on a amené des changements pour amener l'eau souvent plus au centre du champ qu'aux extérieurs, aux extrémités. On s'apercevait qu'aux extrémités, on avait des variations aussi de pression à chaque bout. On a aussi des fois augmenté les diamètres de tuyaux. Ensuite aussi, il faut respecter les bons débits aussi de régulateurs. Des fois, on s'apercevait qu'on était vraiment aux limites des régulateurs. Donc là, on avait un autre niveau, une petite perte de ce côté-là. Donc au fil des années, on a fait différentes conceptions pour venir avoir uniformiser l'application. Des problèmes de colmatage des émetteurs du goutte-à-goutte est également une problématique qui a été rencontrée chez quelques producteurs. Le colmatage des émetteurs provient de causes diverses. Voici les principales. Des fuites dans le réseau, un système de filtration défaillant ou mal entretenu, qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau, et une incompatibilité des engrais en contexte de fertigation. Pour éviter l'accumulation de particules fines dans le système et soulager le système de filtration, il est recommandé de ne pas installer le tuyau de succion d'une pompe trop profondément dans les étangs d'irrigation pour éviter les sédiments. Nelson Paradis de la ferme Nelson Paradis nous explique cette problématique et comment il est possible d'y remédier facilement. Et ensuite de ça, nous, on a tendance à laisser notre tuyau, notre tube de succion là, dans le fond du bassin. Donc, pour aller chercher vraiment l'eau dans le fond. Moi, je pensais que l'eau serait plus froide à ce moment-là, qu'elle serait plus saine, puis tout ça. Et ça a des problèmes là, de qualité physique de l'eau qui était, dans le fond, on ramassait des sédiments qui se trouvaient dans le fond du bassin. Donc, avec les suggestions du diagnostic, on a installé des flotteurs, dans le fond, après la crépine pour prélever l'eau davantage en surface. La qualité, mettons, est demeurée tout aussi bonne en termes bactériologiques et en termes physiques, c'est amélioré beaucoup. Moins de problèmes là, de colmatage des filtres et ces choses-là. Donc, une belle amélioration. Jonathan Gadebois, qui partage les mêmes constats, s'est également attardé à la qualité d'eau d'irrigation. Au début, on avait juste une petite pompe Honda pour alimenter la petite superficie de fraises d'automne qu'on avait avec un bas filtrant au bout du tuyau pour alimenter la pompe. Mais lui, il se colmatait tout le temps avec les algues, avec ce qu'il y avait. Puis après ça, on est passé un peu plus gros, une pompe, mais avec un tuyau qui allait charger au fond de l'étang. On remarquait que nos tuyaux se bouchaient, il fallait les laver, ouvrir, vider les tuyaux, les remettre. Puis on n'était pas certain de l'uniformité de nos applications. Fait qu'on s'est aligné vers un genre de baril flottant pour le faire flotter. Puis encore là, on retrouvait des morceaux d'algues dans nos tuyaux. Donc, on est allé vers des systèmes d'aération d'étang pour vraiment améliorer la qualité de l'eau puis s'assurer que la qualité de l'eau qu'on envoie soit bonne. Fait qu'on a travaillé beaucoup au courant des années à valider la qualité de l'eau puis s'assurer que tout soit propre puis le plus étanche possible pour que le système fonctionne bien puis que chaque goutteur, chaque ligne amène l'eau qu'on veut qu'elle apporte. Des problématiques reliées à l'installation ont également été observées. Dans un cas, une mise en service trop tardive du système goutte à goutte a engendré un mauvais fonctionnement du système. Les tuyaux de goutte à goutte enfouis peuvent être comprimés dans le sol, ce qui empêche la bonne circulation de l'eau. Un phénomène que Josiane Cormier de la ferme Cormier nous explique. Lui qu'on avait trouvé vraiment intéressant, par exemple, quand on plante, on est souvent pressé dans le temps. Là, on se dépêche à buter, puis là, la planteuse, on veut qu'elle rentre direct après parce qu'on a peur à la pluie. Puis on avait des problèmes d'uniformité de pression. Puis là, on a réalisé avec vous qu'il faudrait qu'on, malgré le manque de temps, qu'on prenne le temps de partir le système d'irrigation après avoir buté avant de planter pour être sûr que les lignes soient bien déployées à grandeur avant qu'on repasse dessus avec la machine. Dans un autre cas, il peut s'agir d'un mauvais ajustement de la machinerie et bien d'autres choses. Vincent Méthode nous a d'ailleurs partagé quelques-unes de ses mésaventures et des correctifs potentiels. En général, ça fonctionne relativement bien. On a eu une problématique une année à l'installation du goutte à goutte. On faisait de
du rang natté. Il y a des techniques pour installer le goutte à goutte à même le planteur. Puis le tuyau frottait sur une pièce, puis s'affaiblissait. Puis qu'on a eu des fuites à pu finir dans ce champ-là. Et que ça a été peine perdue. On a comme abandonné le goutte à goutte, puis on a mis les systèmes d'aspersion pour pouvoir subvenir aux besoins en eau du champ. Mais c'est ça, c'est quand même fragile l'utilisation du goutte à goutte. Il ne faut pas que la mécanique vienne briser le système. Il faut faire attention à nos machines, à nos tubes d'insertion dans le sol. Si à un moment donné, Mais on a une terre aussi qui est graveleuse, et puis c'est une terre, c'est un schiste, puis c'est coupant aussi. Il y a des moments. On a les petits rongeurs aussi. Le goutte à goutte, il faut bien dire, c'est pas tout le monde des fois qui vont l'intégrer dans le sol. Des fois, il y en a qui laissent à la surface. On a appris avec les années que c'est mieux de ne pas le laisser à la surface. La chaleur fait jouer, fait allonger, tout ça. Dans le sol, j'allais dire en pouces ou en centimètres, là, 2 à 3 pouces dans le sol, c'est l'idéal. Les rongeurs sont moins présents, moins tendance à vouloir aller chercher le goutte à goutte puis le mordiller pour le briser, pour aller chercher de l'eau. On a vu moins de problématiques à cette période-là depuis qu'on le met dans le sol. En conclusion, la performance des systèmes d'irrigation est une composante majeure du diagnostic global de l'eau à la ferme. L'évaluation de la performance d'un système permet de s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale ou d'identifier les problématiques. Comme nous l'avons vu, les problématiques causant un manque d'uniformité peuvent être nombreuses et variées, passant d'une simple pièce défectueuse ou inadaptée à des problématiques plus complexes comme le design complet du système. Viser une bonne uniformité d'application en eau, c'est maximiser les retombées positives de l'irrigation liées aux objectifs poursuivis. C'est aussi de réduire le risque que la culture subisse un stress hydrique ou une mauvaise couverture de protection contre le gel, et de diminuer les risques d'un surplus d'eau avec les conséquences qui peuvent entraîner du lessivage et du ruissellement. Dans tous les cas, les améliorations permettront aux entreprises de diminuer le temps alloué à cette activité, de maximiser le retour sur investissement et de favoriser une gestion optimale de l'eau utilisée pour l'irrigation.